Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique pour nos émissions du dimanche. Alors, nous avons, comme d'habitude, deux points d'actualité, un qui concerne l'actualité nationale et un autre sur l'actualité internationale, suivi d'une partie déconstruction. Nous avons retenu, pour ce qui concerne la partie nationale, bien entendu, la situation concernant l'après-non-lieu et la lutte pour la condamnation des empoisonneurs et pour les réparations. Et en ce qui concerne la situation internationale, nous allons vous parler de mesures prises par le Canada sur l'achat de logements dans ce pays. Et le premier point, la lutte pour la condamnation des empoisonneurs, va nous appeler à parler des crimes contre l'humanité, des excuses et des réparations. Donc voilà pour le programme. Et nous allons commencer tout de suite avec la question de la lutte pour la condamnation des empoisonneurs et pour les réparations. Alors, c'est vrai que pendant 40 ans, de nombreuses associations, personnalités ont dénoncé ce scandale. L'affaire restait sous le boisseau. Le gouvernement français et les grands planteurs de bananes se moquaient totalement et continuaient à développer leur politique de mépris vis-à-vis du peuple martiniquais. Et c'est la première annonce de l'éventualité de non-lieu qui avait déclenché une manifestation où il y avait plus de 10 000 personnes à France et qui a montré que le peuple martiniquais n'était pas prêt à accepter ce camouflet. Et à partir de ce moment, il y a une lutte qui s'est engagée entre le gouvernement français et les grands planteurs d'un côté et d'autre part, ceux qui exigent justice et réparation. Donc nous sommes là depuis 3 ans dans un conflit qui monte en intensité et où tous les coups sont permis venant des empoisonneurs. Alors au départ, il y a eu la campagne du gouvernement disant qu'il y a des plans chlordécone. On est au 4e, 1, 2, 3, 4, qui sont censés régler le problème. Mais tellement de gens ont déjà montré que ces plans-là, c'était de l'aveuglage, pour la bonne raison que les malades n'étaient pas pris en compte, les professionnels qui perdaient leurs poissons, leur agriculture n'étaient pas pris en compte, et que ces plans chlordécone-là n'étaient vraiment pas là à la hauteur du crime qui avait été fait. Le dernier, par exemple, qui accordait 45 millions à la Martinique, 45 millions à la Guadeloupe, 46 à peu près, hein, sur 5 ans, pour des opérations qui ne sont pas significatives, c'était vraiment une insulte dans la mesure où ça correspond à 18 € par personne sur 5 ans, par an, sur 5 ans, c'est n'importe quoi. Et puis là, le gouvernement français a vu qu'en face, il y avait une montée en puissance de l'organisation du peuple martiniquais et en particulier des victimes de l'empoisonnement, dont majoritairement des ouvriers agricoles. Et les gens ont découvert l'ampleur du drame. Les cancers de la prostate, on en a parlé un peu plus, mais toutes les autres maladies ont été révélées, les témoignages courageux des ouvriers et ouvrières agricoles qui ont parlé des malformations cardiaques génitales de leurs enfants, des problèmes de motricité, mais de leurs propres pathologies graves, eh bien, cela est devenu connu par tous. Ça a été connu par tout le monde. Et les gens ont commencé à voir que la question de réparation devait être posée. Donc, les deux groupes montaient en puissance. Pendant ce temps-là, on a parlé du gouvernement. Les planteurs faisaient des répressions scélérates pour empêcher que les ouvriers agricoles ne revendiquent leurs droits. On voit aujourd'hui, et j'y reviendrai, des planteurs béquets venir dire nous allons faire ceci, nous ne mettons pas de pesticides. On voit des ministres parler de dépistage,
Mais il faut rappeler à tous nos compatriotes et à tous ceux qui regardent la vidéo dans le monde, parce qu'ils sont nombreux, que quand le collectif des ouvriers agricoles est allé enquêter sur l'habitation de Beau Séjour, eh bien, il a été fait des répressions scélérates, des chantages sur les ouvriers. Quand les enquêteurs ont essayé de toucher des habitations, des ouvriers de l'habitation potiche, pardon, hein, on a puni un ouvrier en lui attribuant mensongèrement le fait que les jeunes étaient venus sur le terrain. Des répressions étaient faites. Le collectif des ouvriers agricoles a demandé quoi? Il a demandé que les ouvriers qui sont en activité puissent aller dans les laboratoires qui ne faisaient les prélèvements que du lundi au jeudi matin. Quelques heures payées par des criminels pour que des gens aillent se dépister, ils ont refusé, ils ont fait barrage. Il y a des facilitateurs qui sont intervenus, ils ont dit niet, pas question. Quand le collectif, il y a 3 ans, a demandé à l'ARS, à la préfecture, officiellement, d'envoyer des camions de la médecine du travail pour faire les prélèvements sur les lieux, hein, cela leur a été refusé. J'insiste sur cela pour que, quand nous parlerons du ministre, on voit le degré de malhonnêteté de ces gens-là. Donc, il y a eu ce blocage qui a été orchestré par le gouvernement et les propriétaires. Le préfet Stanislas Cazel avait demandé à rencontrer les habitants, le collectif des ouvriers agricoles. Le collectif a dit, nous ne pouvons pas vous rencontrer parce que vous matraquez des gens, vous envoyez des forces armées matraquer des gens, tirer à LBD dans leur visage parce qu'ils sont pacifiquement devant des supermarchés pour demander qu'on juge les criminels. Ils sont procès, puis on va venir un petit WhatsApp discuter avec vous, non? Quand le préfet a pris un arrêté pour s'opposer à la décision d'un maire qui demandait de restreindre l'épandage de produits pesticides par rapport aux habitations, le collectif ne pouvait pas le rencontrer, mais à un moment donné, le collectif a accepté qu'ils viennent sur les lieux de l'habitation Bochette pour entendre des dizaines d'ouvriers agricoles parler de leur drame. Et le préfet a fait mine de s'émouvoir, il a fait des promesses, mais quand il a entendu que le collectif a dit nous prenons les choses en main et que la CTM a dit nous prenons les choses en main, un blocage a été fait. À partir de ce moment, que préfecture, que l'ARS ont bloqué tout et les ordres ne pouvaient venir que d'en haut du gouvernement directement de France. Et alors, depuis ça, il y a blocage. Et puis, on lâche des petites mesurettes pour tromper les gens. C'est vraiment pour tromper le peuple martiniquais. Premièrement, la préfecture impose, je dis bien impose, une association française qui s'appelle Phytovictime pour venir la présenter dans son plan Codécon 4. C'est ces gens-là qui vont traiter l'indemnisation. Vous pouvez avoir de l'argent parce que vous avez été en contact avec le Codécon. Cette association, c'est une association paternaliste, suprémaciste qui s'est permise de dire au collectif ouvrier agricole, les Martiniquais n'ont pas d'expertise, ils ne pourront pas régler ces choses-là, nous allons prendre les choses en main, et puis envoyez-nous vers notre avocat, nos avocats, et puis, bon, quand ils auront gain de cause, les avocats seront payés. C'est une insulte qui avait été faite. Le préfet impose ces gens-là, et alors, certaines organisations ou certaines personnes disent mais il ne faut pas faire la bouche fine, mais on aura de l'argent. Il est clair que les indemnisations qui pourraient être obtenues par Phytovictime ne seront jamais à la hauteur du crime.
et elle n'inclut pas de mesures sur le soin des gens qui sont en train de mourir par grappe à cause des pesticides. Donc, c'était une façon de détourner les revendications qui étaient faites, qui avaient été appuyées par l'unanimité de la CTM, pour dire qu'il faut une politique, une loi qui résolve globalement cette question-là. Donc, manœuvre du préfet. Ensuite, on a une nouvelle manœuvre. Oui, on a reconnu le cancer de la prostate. C'est un mépris, c'est une insulte, parce que, comme maladie professionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis dans la loi qu'il faut prouver qu'on a été en contact pendant 10 ans avec le produit pour être indemnisé. Quel ouvrier agricole pourra prouver, parmi les survivants, hein? Les rescapés, parce que leurs familles, ça ne concerne pas leurs familles, hein, leurs descendants, leurs ayants droit. Quel ouvrier agricole pourra prouver qu'il a été en contact pendant 10 ans avec le produit? On sait dans quelles conditions les ouvriers changeaient de plantation, étaient licenciés, n'étaient pas déclarés, donc ils n'ont pas de preuve qu'ils ont travaillé. C'est pour ça aussi qu'ils touchent 200 €, 400 € de retraite. Et puis, en plus, même si on a mis le produit pendant 1 an, on peut être infecté. Pourquoi 10 ans? C'est pour empêcher que les gens ne puissent être indemnisés. Ensuite, on nous a sorti un lapin du chapeau. Alors, les Ababa martiniquais ne savaient pas qu'il y avait une loi qui permettait d'être indemnisé si on avait été contaminé par des produits, des pesticides. C'est malhonnête pour la bonne raison que dès le départ, de nombreuses associations de lutte, dont le collectif des ouvriers agricoles, ont su que cette loi-là existait et se sont tournés vers l'organisme qui en est responsable en France, c'est à Limoges, non? Non. L'organisme qui indemnise les agriculteurs. Je ne me rappelle pas. Bon, bref. Donc, les gens qui gèrent ce fonds-là ont dit ça ne vous concerne pas. Vous pouvez envoyer les dossiers des ouvriers agricoles. Vous pouvez envoyer des dossiers de quelqu'un qui a été intoxiqué, mais nous allons traiter et nous allons réorienter vers la sécurité sociale pour voir si ils peuvent être indemnisés en fonction des maladies professionnelles, etc. Mais le fonds dont on parle, dont des gens comprennent, ah oui, les gens ne savaient pas, j'ai découvert que c'est un fonds qui a été voté pour les agriculteurs, les exploitants agricoles. C'est ça, c'est pour eux que cet argent-là a été voté. Et donc, en Martinique, peut-être que 2 ou 3 petits planteurs pourront avoir une indemnisation. Je dis, pourront avoir, s'ils ont les preuves de contact, de liaison, etc., ils pourront déposer leur dossier et avoir une chance. Tant mieux pour eux, mais ce n'est absolument pas une réponse. C'est une démagogie. Et quand on vient nous faire croire, mais il y a des gens qui ont touché. Combien? Qui? Où? Dans quelle commune? Il y a des gens qui font confiance à la parole du gouvernement et de ses propagandistes et qui disent, ah ben, non, il ne faut pas dire ça. On pourra avoir de l'argent. Quelques personnes pourront avoir de l'argent, mais ce n'est pas une réponse correcte à la question de l'indemnisation des 7 000 ouvriers agricoles en activité, des 6 000 retraités qui sont en train de crever. Ce n'est pas une réponse correcte. Alors, il ne faut pas dire, bon, et il ne faut pas qu'on dise ça parce que certaines personnes auront de l'argent et puis on va dire que vous ne connaissez pas, vous nous connaissez. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une réponse globale, c'est 2 ou 3 personnes. Et nous attendons que soit publié la condition des gens qui ont été victimes. Je vous rappelle que les grands planteurs bananiers ont dit, nous sommes aussi victimes, nous devons recevoir de l'argent. Donc, si on vote de l'argent pour indemniser les victimes, nous sommes des Martiniquais aussi, nos familles sont concernées, mais c'est eux qui ont importé, c'est eux qui ont obligé, et puis ça les douanes comme ça, et puis en plus ils ont, comme les maîtres esclavagistes qui avaient reçu de l'argent parce qu'ils avaient perdu leurs esclaves.
c'est un mépris du peuple martiniquais. Et c'est une lutte de propagande qui se mène, comme en Ukraine, hein, pour pouvoir dire, bon, ne vous dressez pas, ne vous lavez pas, etc. Il y a des gens qui travaillent pour vous, la liberté va venir de bon maître l'ont demandé pour vous, c'est ce qu'on disait du temps de l'esclavage, et bien l'indemnisation va venir de bons préfets l'ont demandé pour vous, de bons ministres l'ont demandé pour vous. C'est un scandale. Il faut comprendre qu'il y a de la manipulation. Alors on arrive à la visite de ce ministre des colonies. Beaucoup de gens notent que il ne convainc personne parce que son langage est flot, bon, c'est fumeux, bon. Mais n'empêche qu'il vient dire des choses scandaleuses. Le monsieur vient en Martinique pour dire, oui, j'ai tapé du poing sur la table, et finalement, tous les gens seront dépistés dans les habitations. C'est un mépris pour le peuple martiniquais, pour les ouvriers qui luttent depuis 3 ans pour dire, nous les dépister, et qu'on fait marcher comme ça fait 3 ans que cette revendication est faite. Et puis comme il y a un scandale qui éclate au niveau international, vous venez dire, oui, je vais mettre ça, vous voyez, je suis un bon maître, je vais... Il nous faut comprendre que là, quand c'est jour l'esprit nous, et que c'est macaquerie faite par le ministre, c'est visite qu'il va faire aux planteurs de bananes pour qu'ils disent, oui, vous réécoutez sur les replays des chaînes télévisées. Un planteur de bananes vient dire, nous avons une banane propre, nous n'utilisons aucun pesticide, aucun herbicide, aucun. Ce n'est pas vrai. Il y a 1000 tonnes. 1000 tonnes importées l'année dernière. Ça fait vie. Il y a plus de fongicides dans les bacs des hangars. Monsieur Le Becquet qui avait dit ça là. Est-ce qu'il n'y a plus de fongicides dans les hangars? Ces fongicides-là ont des effets désastreux sur les gens qui l'utilisent dans le hangar. Il n'y a plus de glyphosate. Il n'y a plus de... Comment les bananes que vous voyez sécher là sont tuées? C'est avec quoi? Avec de l'eau de rose. Donc, on vient se moquer de nous, de notre intelligence, pour dire qu'il n'y a plus de pesticides, etc. Rassurez-vous. Il y a un pantin qui était venu dire que, on s'était trompé, le chlordécone ne reste pas 700 ans, ça reste 40 ans seulement. Il y a un autre pantin qui est venu dire, bon, mais le problème est réglé. En ce jour, le chlordécone peut sortir du sang. C'est méprisant vis-à-vis de notre peuple. Et ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là où le peuple martiniquais se mobilise, comprend, forme son unité, comme on a pu le voir à Bochette dimanche dernier, à un moment où la communauté internationale connaît le scandale, des articles paraissent au Japon. Ce matin sur RFI, ils ont été obligés de parler de ça. À un moment où partout on dit, mais attends, il y a un scandale là, il faut régler ça. Non seulement il faut un non-lieu en disant il y a un scandale sanitaire, mais pas de coupable, pas de responsable, vous ne serez pas indemnisé. Vous avez des Martiniquais qui ne sont pas des grands planteurs, mais qui sont au service des grands planteurs, qui viennent semer le trouble en disant que si nous avons échoué, c'est de notre faute, ce n'est pas de la faute de l'État. Les avocats martiniquais sont des ababas, puisqu'ils n'ont pas attaqué sur le bon nom. Montana, qui est une droit fait. Ça, il connaît. Mais il a un grand écho pour dire les avocats ont pris le mauvais angle parce qu'ils ont attaqué, ils auraient dû attaquer sur l'eau. Si vous ne voulez pas défendre une cause, vous vous taisez. Vous ne venez pas discréditer des défenses qui sont légitimes et qui doivent se faire sur tous les axes. Vous devez dénoncer le fait que le procureur qui est supposé engager des poursuites contre des criminels, même s'il n'y a pas de plainte, ne les fait. Et puis qu'il prononce. C'est sur ça que vous tirez sur l'ambulance. Arrêtez. Et je fais une petite parenthèse, ce n'est pas seulement dans le domaine des chlordécones, sur la question du drapeau national. Des gens qui avaient défendu le drapeau à 4 serpents profitent du concours pour intervenir pour dire le drapeau rouge verdon n'a pas d'histoire, mais il crée des problèmes. Et que si on le prend, c'est avaliser des extrémistes minoritaires. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous
taisez. Sinon, vous prouvez, si vous connaissez, si on vous a donné des arguments que vous le dites, c'est que vous travaillez pour l'ennemi. Parce que si vous dire que le drapeau rouge n'a pas d'histoire, c'est ne pas connaître l'autre, c'est ne pas connaître la grève des ouvriers agricoles de janvier-février 1974. Les dizaines de milliers de personnes qui manifestaient à cette époque-là, ce n'étaient pas des indépendantistes, ce n'étaient pas des extrémistes minoritaires, c'était des gens sur qui l'armée française avait tiré à balles réelles. Et à ce moment-là, le drapeau rouge, je ferme la parenthèse drapeau pour revenir sur la question que dans cet affrontement entre le peuple martiniquais qui exige justice et réparation, l'État français et les grands propriétaires descendants d'esclavagistes suprémacistes, il y a des gens qui servent la cause de l'ennemi du peuple martiniquais. Et alors, il y a également des gens qui sont instrumentalisés parce que certains petits planteurs sont instrumentalisés par les grands planteurs qui leur font croire qu'on a les mêmes intérêts pour venir dire hier soir à la télé, notre objectif, c'est de reconquérir notre part de marché pour exporter 300 000 tonnes de bananes. Le petit planteur qui dit ça n'a pas les mêmes intérêts que le monsieur qui vit de subventions. 300 000 tonnes de bananes, qui touche? Qui fixe les prix de la banane? Qui contrôle les mûrisseries, etc. Le petit planteur n'a aucun intérêt. Mais il est mis en avant et puis l'autre vient après dire, ouais, on est tout le monde, etc. Il faut que, d'ailleurs, c'est le cas de la majeure partie des petits planteurs qui connaissent leurs difficultés, les difficultés qu'ils ont à avoir une retraite valable, à avoir un compte de vente. C'est comme dans du temps de la canne. Et le goût qui jette la moitié de leur production. Des gens qui jettent leur production pour toucher de l'argent sur ce qu'ils ont détruit. Et puis vous, qui avez livré 80 cartons, vous recevez combien nous a dit hier là? 1,95 €. 1,95 € pour une récolte que vous avez expédiée. On a dit que votre banane a été déclassée, etc. Il faut que les petits planteurs qui se laissent influencer par la propagande des grands profiteurs comprennent que la situation exige qu'ils s'allient au reste du peuple martiniquais et qu'ils ont tout à gagner en développant des cultures vouées à la consommation locale, en luttant contre la monoculture d'exportation et avec tous ces dégâts comment dirais-je, environnementaux que cela suppose et surtout la dépendance en temps de guerre que cela explique. Entraîne, pardon. Alors, pour terminer sur ce point précis, l'espoir est là. Il y a des gens qui disent il est trop tard, la loi. L'espoir est là parce qu'au niveau international, on le verra dans la partie des constructions, les lois sont en train de changer et les Occidentaux sont en train de reculer. Les lois changent, mais d'autre part, le peuple martiniquais de plus en plus conscient voit qu'il a intérêt à emprunter une autre logique de développement et que avec la lutte, on va gagner et sans la lutte, on sera détruit. L'exemple de la réunion de Bouchette nous montre que le peuple martiniquais est prêt à s'unir et à lutter et il nous faut continuer à aller dans cette direction. Voilà ce que je voulais dire concernant ce fameux point et à propos de l'empoisonnement, du crime d'empoisonnement, de la justice et des réparations. Le deuxième point concerne au niveau international une mesure prise par le Premier ministre Justin Trudeau au Canada sur l'achat de logements. Alors, au Canada, depuis le début janvier, et cela pour 2 ans, les étrangers n'ont plus le droit d'acheter de logements. Vous n'êtes pas Canadien, vous n'êtes pas résident permanent, vous n'avez pas le droit d'acheter un logement au Canada. Alors, il y a une petite exception pour les réfugiés politiques. Mais quel réfugié peut acheter
migrants venant du tiers-monde là ne viennent pas avec l'argent pour acheter les logements qui sont excessivement chers au Canada. Ce sont les riches ukrainiens, les riches européens qui veulent s'installer, donc on peut les accepter. Mais le commun des mortels ne peut pas, ne peut plus. Et si vous achetez, si on arrive à savoir que vous avez acheté un logement au Canada, ou bien qu'un Canadien vous a aidé à acheter un logement, eh bien, l'amende est de 10 000 $, c'est-à-dire 6 887 €, hein, et puis évidemment, le logement est saisi, etc. Parce que vous avez acheté le logement. Ah, il y a quand même autre chose. Si vous achetez des logements pour des opérations touristiques, notamment si vous achetez des chalets pour que des milliardaires viennent en vacances, vous n'êtes pas concerné par la loi. Chez les gros, tout est gros. Alors, pourquoi ils ont pris cette loi-là? Ils vous disent, parce que ça entraîne la montée des prix du logement et il n'y a pas assez de logements au Canada. Ça entraîne, oui, c'est cher parce que c'est des riches qui viennent acheter les logements et donc, comme il n'y a pas assez de logements, ça augmente, etc. C'est le prétexte. Mais en réalité, c'est un tri qu'ils font sur la population qu'ils veulent avoir au Canada. C'est la même logique des suprémacistes occidentaux qui veulent trier émigration choisie pour les métiers en tension, public choisi pour les logements qu'ils vont occuper. Hein. Vous savez, la densité de la population au Canada, le Canada c'est un grand pays très vaste, etc. La densité, c'est 3,46 habitants au kilomètre carré au Canada. 3,46 habitants au kilomètre carré. Oh non, j'ai 3,82. 3,82 personnes au kilomètre carré au Canada. Et vous savez quel pourcentage représentent les propriétaires étrangers au Canada? 5%. 5% des propriétaires de logements au Canada, ce sont des gens, ce sont des étrangers, des propriétaires de logements. Ça veut dire 95%. Et ce sont des riches dans des zones développées, quoi. Donc, cette loi-là ne se justifie que par le suprématisme, que par la volonté d'évacuer un certain nombre de gens, à rapprocher de la législation à Monaco. Les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des logements à Monaco, sauf s'ils sont introduits par quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai posé ce problème-là? C'est pour dire que nous disons que dans notre petit pays de 1100 km², il y a un problème de génocide par substitution, qu'il faut conserver les terres pour l'agriculture, etc. On nous répond que nous sommes des xénophobes, des racistes, de toutes qualités bagailles, hein, et que c'est normal, c'est le développement, la liberté de l'individu, etc. Parce qu'ils ont besoin de prendre l'île sous le pays d'entre nous-mêmes. C'est la véritable raison. Mais ça nous montre aussi, et c'est le dernier commentaire que je fais faire sur cette question-là, c'est que pourquoi le Canada peut faire ça, même s'il n'est pas une bonne loi? C'est parce qu'il est indépendant, parce qu'il fait ses lois. Pourquoi le Monaco fait ça? Monaco, c'est un tout pays, petit placé. C'est parce que ils défendent leurs intérêts, leurs lois. Alors, c'est des gens qui défendent les intérêts de capitalistes, mais ils peuvent le faire parce qu'ils sont indépendants. La Martinique ne pourra régler les problèmes de monoculture, assassine, mortifère, d'autosuffisance alimentaire que si elle est indépendante, que si elle a un pouvoir politique. La Martinique pourra faire que nos enfants puissent acheter des terres ici et que les terres qui sont vendus à Font-Saint-Denis ne se retrouvent pas sur Internet et en Australie ou en Israël. Il faut avoir le pouvoir politique. Au-delà des autres questions de dépendance que j'avais signalées il y a 15 jours. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant cette fameuse mesure prise par Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Et là, je viens
enchaîner sur la question de la déconstruction. Je vais me contenter pour l'heure de lire l'éditorial qui a paru dans le journal en ligne du CNCP, J-comme Bout, puisque les questions y sont traitées. Qu'est-ce qui m'a amené à choisir ce thème-là pour aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu une actualité au milieu de cette semaine concernant la restitution des biens volés par le Royaume-Uni en Grèce. Ça concerne un pays européen. Nous avons déjà parlé de cette question-là pour tous les biens piqués, volés en Afrique, en Asie, par les colonialistes. Mais là, de l'actualité de cette semaine, l'exemple était tellement criant sur la question des législations que cela m'a amené à vous proposer cet article. Le Royaume-Uni a volé des fresques en Grèce. Ils ont cassé des bails que les Grecs tenaient des maçons sous des maisons. Et puis ils ont mis ça dans un musée chez eux. La Grèce, qui est membre de l'Union européenne, dit bon, attention, il faut me restituer ça maintenant. Il est clair que ça a été un vol, un pillage. Donc restituez-moi, mais le Royaume-Uni dit bon, il faut négocier parce que c'est déjà dans mon musée. Ça fait 1 an qu'il y a des négociations secrètes. Et finalement, ils arrivaient à une entente quand brusquement le Royaume-Uni dit non, 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 ça ne va pas partir. Et la ministre de la Culture grecque, non, du Royaume-Uni déclare sur tous les médias, il n'est pas question que cela. Ces marbres du Parthénon grec qui sont au British Museum depuis 1816 appartiennent au Royaume-Uni. Peu importe s'ils ont été volés, etc. Mais maintenant, c'est chez nous, ça nous appartient et pas question pour vous. Évidemment, la Grèce non tout pris. Pour vous montrer que. Et la personne vous dit ah, nous avons une loi qui fait que le musée ne peut pas rendre ce qui le donne, même si ça a été volé au Royaume-Uni. Alors, comme par hasard, la semaine d'avant, nous avions publié un article sur cette question-là. C'est pour ça que je me propose de vous le dire. Et il commençait justement en parlant d'une autre problématique qui concernait les excuses. Je lis l'article donc. Le 19 décembre 2022, les Pays-Bas ont officiellement présenté leurs excuses pour leur passé esclavagiste. En France, avec la loi du 21 mai 2001, l'Assemblée nationale a reconnu la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Une loi dite mémorielle qui ferme la porte à toutes sortes de réparations. Et c'est ainsi qu'en faisant des actes de construction hypocrites, les puissances colonialistes croient pouvoir s'absoudre des crimes qu'elles ont commis, tout en continuant à jouir des fruits de leur pillage, passé et présent, et en perpétuant leurs exactions. En matière de cruauté, les puissances et d'abomination, en matière de cruauté et d'abomination, les crimes contre l'humanité commis par les puissances coloniales n'ont rien à envier à ceux des nazis. La grandeur de l'Europe ruisselle du sang des massacres commis lors de leur conquête coloniale et du génocide des peuples autochtones en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie. Ces valeurs se sont construites sur la traite, la déportation de plus de 100 millions d'Africains dont ils ont piétiné l'humanité, sur la pratique pendant des siècles d'un esclavage et d'un indigénat barbare, sur le vol de centaines de milliers d'enfants arrachés à leur famille pour être réduits en esclavage, déculturés, jetés dans des charniers de certaines de leurs institutions religieuses. Le droit que s'octroient les démocraties occidentales, bien entendu la démocratie entre guillemets, à régenter le monde s'appuie sur la dictature militaire qu'elles imposent
sur tous les continents. Ainsi, les USA, les États-Unis, guides suprêmes du soi-disant monde libre, incontestablement chefs d'orchestre des subversions, des coups d'État, du soutien aux dictatures partout dans le monde, sont ceux qui jugent de la légitimité des chefs d'État dans les pays qu'ils ne peuvent pas contrôler. Première puissance mondiale, parce que massivement militarisée, c'est avec une cruauté et un cynisme écœurant qu'ils ont imposé leur hégémonie. 210 000 êtres humains sacrifiés parce qu'ils voulaient tester deux bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Des millions de civils assassinés par épandage du gaz orange au Vietnam, au Cambodge, au Laos, parce que des peuples défiaient leur domination impérialiste. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, dont la puissance est construite sur le pillage des colonies et l'exploitation brutale des peuples dominés, sont devenus des vassaux des USA. Ensemble, ils constituent un véritable syndicat du crime, autoproclamé communauté internationale, qui prétend dicter le droit à tous les autres pays par des lois extraterritoriales, des guerres préventives, l'ingérence soi-disant humanitaire, des sanctions unilatérales, etc. Les législations et les contrats imposés au reste du monde par les impérialistes ont pour effet que les terres volées restent leur propriété, que le pillage des ressources perdure dans les néocolonies, que leurs institutions financières et leur monnaie, le fameux CFA est emblématique à ce sujet, confisquent la souveraineté de tous les États néocolonisés et enfin que leurs bases militaires, plateformes pour la subversion et les agressions directes, restent implantées sur tous les continents. Ensemble, ils perpétuent la barbarie. Mais les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Même si c'est 1000 ans après, parenthèse, crime-là, arrêté crime-là, il ne peut pas assouvir effort criminel à payer. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et leurs auteurs doivent être contraints à réparation. C'est parce que les mensonges historiques sont de plus en plus dévoilés, que les peuples exigent justice, que certains gouvernements de pays impérialistes se résignent à présenter des excuses verbales accompagnées de l'octroi de quelques subsides prétendant solder leurs comptes. À aucun moment, ils n'envisagent de ne plus jouir des fruits de leur pillage passé et présent et de mettre fin aux exactions qu'ils commettent aujourd'hui. Au contraire, leur législation multiplie les obstacles pour empêcher au peuple victime d'obtenir justice et réparation. Je fais une parenthèse. Quand la France change sa constitution pour ne pas parler de peuple et de population, ou bien quand elle prend des lois en disant qu'elles ne peuvent être comme mémorielles, c'en est une illustration. Je ferme la parenthèse. Au contraire, je disais, leur législation multiplie les obstacles pour empêcher au peuple victime d'obtenir justice et réparation. L'exemple des biens volés lors des guerres coloniales est tout à fait significatif au nom de lois régissant les musées du pays colonisateur, on l'a tout pour la Grèce, hein. Au nom des lois régissant les musées du pays colonisateur, les pillards ne peuvent plus restituer la totalité. Tout au plus, ils ont à mettre quelques pièces pour prouver leur bonne volonté. C'est un exécrable mépris suprémaciste. Mais de toute façon, il ne saurait être question qu'il revienne aux criminels le droit de décider des conditions du jugement et de la sentence. Il s'agit plutôt de les dénoncer, d'investiguer sur leur forfait, de les contraindre à restituer leurs biens, les biens qu'ils ont pillés, et surtout de mettre définitivement fin à leur capacité de nuisance.
Donc, voilà l'article que vous pouvez retrouver dans Chicabout numéro 201, journal en ligne des comités populaires. Alors, pour terminer, juste quelques commentaires sur cette problématique-là. La question des criminels, de leur responsabilité, qu'ils essaient d'évacuer en disant, mais ça s'est fait hier, ne peut pas être prise en compte parce que leurs descendants, leurs familles conservent les biens volés et ils en sont comptables. Les grands planteurs qui disent nous sommes des Martiniquais comme tous les autres sont des descendants des maîtres esclavagistes qui possèdent la terre parce qu'ils l'ont volée aux Caraïbes, parce qu'ils ont interdit que les nègres aient le droit de propriété, et que quand le fameux Shelcher vient poser sa libération après l'insurrection, il écrit et il fait campagne pour dire il faut faire savoir aux nègres que les cases et les jardins restent la propriété des maîtres qui, par ailleurs, ont reçu des subventions parce qu'ils ont perdu des esclaves. Alors, les gens qui bénéficient de ces héritages-là ne peuvent pas dire bon, je prends l'héritage, mais je ne prends pas la responsabilité de corriger les effets du crime. Il ne s'agit pas de dire la personne d'aujourd'hui doit être pendue, doit être mise en prison, mais elle doit être au même niveau que tous les autres dans la société, travailler pour gagner, pour acheter, etc., et obéir aux mêmes lois, étant donné que l'État esclavagiste colonialiste et ses représentants et ses classes et compradors qui volent, c'est elles qui doivent contribuer à la réparation financière, économique et dans tous les domaines. Et cela est prévu par les législations internationales. Aujourd'hui, les victimes de l'Holocauste, et je dis avec juste raison, font saisir des tableaux que des personnes disposent parce que ces tableaux-là avaient été volés à leurs arrière-grands-parents. Et ils ont raison. Les empereurs russes qui avaient été investis avant 1917 sous l'empire tsariste et féodal, avant 1917. Ces empereurs-là avaient été saisis par la révolution russe, par les révolutionnaires, en 1960. En 1960, les descendants des gens qui avaient investi, des capitalistes qui avaient investi en Russie, dans le pays tsariste, leurs descendants de descendants ont reçu des indemnisations. Et la législation internationale prévoit ces réparations. Mais maintenant, comme ce sont les criminels qui dirigent les institutions internationales et qui font les lois, ils disent non, non, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, vous n'allez pas, on va continuer à admettre que cette dictature-là, on va accepter que l'État français, les grands planteurs qui ont empoisonné consciemment un peuple entier en sachant que c'était des produits interdits chez eux, et contrairement à ce que les malhonnêtes disent aujourd'hui, les liens entre les maladies dont souffrent les victimes ouvrières et les pesticides sont établis pas par les recherches françaises, mais par les recherches américaines. Et après l'explosion de l'usine là qu'ils avaient fermée, par des avocats qui ont fait appel à des experts au Nicaragua pour poursuivre dans ce temps, les connaissances scientifiques permettent de prouver ces liens-là. La simple enquête réalisée par des Martiniquais prouve, sans aucune sorte d'ambiguïté, le lien entre les milliers d'ouvriers agricoles qui ont touché l'engrais et qui ont tous les mêmes pathologies. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il
il ne faut pas attendre de la gentillesse de l'humanité ou bien des gens qui croient, mais oui, il faut qu'on utilise les protocoles, qu'on ait discuté, qu'on essaie de grappiller, qu'on va demander. Tout ça, c'est du dilatoire. C'est la lutte, la mobilisation, l'action internationale sur le plan juridique, et puis l'action contre la puissance coloniale qui nous domine, qui fait ses lois. En Martinique, pour voir qu'elle a intérêt à accepter de réparer, qu'elle va perdre plus. Churchill avait dit, libérez les esclaves, parce que si vous ne le faites pas, on risque de perdre de tout. Donc il faut sacrifier quelque chose. Eh bien, l'histoire ne va pas se répéter comme ça. L'État français est en train de déliter, l'Europe est en train de se déliter, l'impérialisme mondial est en train d'être confronté à toutes sortes de concurrences et de guerres. Ils ne pourront pas maintenir leur dictature infiniment. En tout cas, le peuple martiniquais peut, j'allais dire, il doit se mobiliser pour faire de ce combat-là le combat de l'unité nationale et le combat de la sanction imposée aux criminels qui ont agi contre notre peuple. Voilà, merci de votre attention et nous nous retrouvons dimanche prochain pour de nouvelles émissions.